Bonjour à toutes et à tous. Donc, ravie de vous retrouver pour le workshop de ce mois de décembre qui est consacré au lien entre les entreprises et les associations. Donc, comme chaque mois, on est là pour découvrir comment passer à l'action, comment s'engager et mettre des choses en place pour avoir un impact positif sur la société et sur son organisation. Donc, c'est une intervention qui durera 1 heure. Vous pouvez poser l'ensemble de vos questions ou remarques dans le chat et nous aurons le plaisir d'entendre un certain nombre d'intervenants, donc avec notre directrice du développement chez les entreprises s'engage, mais également plusieurs dirigeants et dirigeantes d'entreprises et également membres et responsables d'associations. Donc, sans plus attendre, je vais laisser Sylvain Raymond vous faire notre introduction sur la thématique, donc directeur général de Les entreprises s'engagent. Donc, Sylvain, c'est à toi. Merci Jeanne. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On est effectivement ravis de finir cette année sur cette thématique. Je salue également tous les intervenants qui vont justement nous apporter tous leurs éclairages sur ces différents sujets, que ce soit au niveau local ou sur des actions plus nationales. Je dois dire qu'effectivement, les entreprises s'engagent depuis pas mal d'années. C'est beaucoup concentré sur les enjeux sociaux, à savoir le rapport de l'entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes directes, sont les collaborateurs et les personnes qu'elles sont amenées à recruter. Mais les entreprises s'engagent, comme son nom l'indique, c'est tout type d'engagement. Il y en a un aujourd'hui qui est au cœur de la dynamique depuis quasiment le départ, hein, qui est le rapport des entreprises à ces parties prenantes et notamment aux associations de vos territoires. C'est un sujet important parce que on connaît trop peu sans doute, et on le voit avec les chiffres, hein, en France, encore de la méconnaissance qu'on peut voir entre les entreprises et les associations et les entreprises. Les chiffres du mécénat, hein, qui sont assez faibles si on prend les chiffres d'Amical, autour de 9% en France, qu'il y a encore énormément de méconnaissance, alors que les entreprises qui s'adonnent à ce type de pratique, ils trouvent des innovations assez importantes et surtout l'idée d'un enrichissement mutuel. Monde associatif, monde de l'entreprise engagée, finalement, se rejoignent autour de plein de raisons d'être communes. Ça donne plein d'opportunités de pouvoir faire des choses ensemble. Et il y a un cadre en France qui est effectivement est assez unique. On ne le sait pas forcément. Je parlais du mécénat tout à l'heure, qui permet le don en nature, don de compétences, don financier bien sûr. On est dans un cadre qui est assez unique au monde. Il y a des partenariats innovants qui sont très aboutis. On a pu porter par le passé les contrats impacts sociaux, les joint ventures sociales. Il y a plein de choses qui permettent à des entreprises de coopérer avec des associations. Mais il y a peu d'entreprises aujourd'hui qui le savent réellement. Et donc, notre enjeu avec ce workshop, et c'est vraiment le début d'une grande aventure, c'est de faire en sorte que progressivement, vous puissiez, vous, entreprise, justement faire connaissance avec tous ces dispositifs. Je veux dire que c'est le cas pour nous depuis le départ. Lolita va intervenir tout à l'heure. Il s'avère que les entreprises s'engagent aujourd'hui. En soi, tient sur la générosité des entreprises, plus de 70%. Depuis le départ, on a mis les associations au cœur du modèle avec, dès 2022, le lancement d'un fonds de soutien aux initiatives locales et un fonds de soutien au territoire. Il y a à peu près 1 million d'euros qui est redistribué chaque année dans ce cadre-là. Vous avez vu dernièrement le fait qu'on évolue, nous, plus spécifiquement venir en aide des structures qui sont en difficulté sur la fin d'année. Vous connaissez la complexité des associations, notamment 1 sur 3 à finir l'année, et on sait qu'on est dans un contexte d'urgence par rapport à ça. Donc, c'est important pour nous, en tant que communauté d'entreprises engagée, de pouvoir accélérer. On accélère toujours à travers ces fonds. On accélère à travers les coopérations. Il n'y a pas un club local qui ne tient pas sur une structure d'intérêt général. Et je vois Alexandre qui est présent et qui pourra en reparler. On accélère aussi à travers les actions d'intérêt général qui sont subventionnées au niveau local ou portées par des fonds territoriaux. J'imagine que Lolita reviendra sur ces sujets-là. Et puis on accélère avec le simple fait que la thématique les entreprises s'engagent pour les associations devient une thématique prioritaire à partir de cette fin d'année. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est un champ qui sera sans doute nouveau pour pas mal de membres de la communauté des entreprises s'engagent, mais qui est une source d'innovation
de faire performance partagée qui répond parfaitement aux entreprises qui souhaitent s'engager, notamment plus localement. 97% des dirigeants d'entreprise, dernier baromètre, qui indiquent qu'elles veulent s'engager d'abord à l'échelle des territoires à travers ces projets d'intérêt général. C'est cette ambition commune qu'on va se fixer, d'essayer de faire en sorte que ça puisse voir le jour à travers la communauté. Les entreprises s'engagent avec ce workshop qui va vous donner quelques premiers éléments. Et l'idée, bien sûr, que progressivement, les clubs s'approprient cette thématique comme les 13 ou 14 autres thématiques qu'on a pu lancer. Encore merci à tous les intervenants, merci à chaque membre et merci à l'équipe. Merci Jeanne pour l'animation de ce workshop. Je vous souhaite un très, très bon workshop. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette introduction. Et donc, sans plus attendre, pour la première partie de ce workshop, je vais d'abord laisser la parole à Lolita Diaz, qui est du coup notre directrice du développement aux entreprises s'engagent, et qui sera suivie de Paul-Émile Saab, dirigeant de l'entreprise United Heroes, qui nous partagera d'abord aussi ses liens avec les associations, et plus particulièrement sur le lien sur le don financier que des entreprises peuvent faire aux associations. Je te laisse la main, Lolita. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce workshop. Alors moi, ce que je vous propose là pour les quelques minutes qu'on va passer ensemble, c'est de pouvoir aborder les 3 niveaux d'engagement du mécénat, mais de faire un focus plus spécifique sur le don financier. Donc juste déjà vous rappeler qu'il y a en effet 3 niveaux d'engagement possibles dans le cadre du mécénat. Le premier, donc comme je le disais, c'est le mécénat financier, dont je vais parler en détail juste après. Il y a aussi donc le don en nature, le mécénat en nature, qui peut prendre différentes formes, et vous en aurez une illustration juste après, mais qui peut prendre la forme soit de mise à disposition de locaux, soit de prestations aussi à titre gracieux que peuvent fournir les entreprises en fonction des compétences qu'elles ont à disposition pour les associations. Et ensuite, il y a le mécénat de compétences, qui est la possibilité pour une entreprise de mettre à disposition ses collaborateurs, les collaborateurs qu'ils souhaitent, pour une durée d'1 ou 2 ans, directement au sein d'une structure associative. Donc, le collaborateur intègre pleinement la structure associative et son équipe, et les coûts associés, principalement de salaire, restent de la responsabilité de l'entreprise. Donc, c'est aussi une véritable opportunité pour les entreprises, pour engager leurs collaborateurs, et pour les associations d'avoir de renforcer leurs équipes avec des compétences nouvelles. Comme prévu, donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous parler un peu plus spécifiquement du don financier. Déjà vous rappeler que d'après la 6e édition du panorama des fondations et fonds de dotation créés par des entreprises mécènes, ça fait partie aussi des chiffres que Sylvain évoquait tout à l'heure, mais 51% des structures considèrent que le mécénat territorial est un enjeu d'engagement fort des entreprises et des collaborateurs plus spécifiquement. 64% des fondations et fonds de notation ont intégré une dimension territoriale à la stratégie de leur structure, et 40% de ces fondations et fonds de dotation créés par des entreprises ont indiqué avoir déjà pris part à des actions de mécénat collectif. Donc ces chiffres, ils sont très intéressants parce qu'ils disent déjà beaucoup de comment les entreprises s'emparent du mécénat et du don financier plus spécifiquement. Peut-être pour vous rappeler, au démarrage, la philanthropie, au démarrage, avant qu'on ait ce cadre législatif du mécénat favorable, et que les entreprises et associations se professionnalisent, au démarrage, les dons des entreprises étaient très liés aux sensibilités du dirigeant, à sa connaissance des structures associatives de proximité. Il y avait vraiment cette notion de charité. Quand je dis au démarrage, on parle de ça il y a plus de 20 ans maintenant, et il n'y avait pas forcément de lien direct nécessairement avec l'activité de l'entreprise, avec l'engagement des collaborateurs. Ça restait assez séparé. Et donc, comme je vous le disais, avec le développement du cadre législatif du mécénat, je vous en dirai quelques mots juste après, avec la professionnalisation du secteur associatif et l'émergence de la responsabilité sociale et sociétale et environnementale des entreprises, et en plus actuellement de la responsabilité territoriale des entreprises, le mécénat des entreprises, lui aussi, s'est considérablement structuré et organisé dans l'entreprise. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le baromètre de l'Amicale en 2024, 55% des entreprises ont indiqué qu'elles avaient fait le choix de lier leur stratégie de mécénat à l'activité de l'entreprise, parce que ça permet d'inscrire le mécénat dans la stratégie d'engagement sociétal de l'entreprise,
entreprises. Et si on compare les chiffres entre 2021 et 2023, on constate même une progression de plus de 26 points du nombre d'entreprises qui font ce choix-là. Donc ça marque, comme je vous le disais, l'évolution importante dans la manière qu'ont les entreprises d'utiliser le mécénat. Et qui marque, à mon sens, aussi la prise de conscience de plus en plus importante de leurs responsabilités, aussi bien sur le volet social que sociétal et environnemental. Et donc, le don financier pour les associations, c'est le nerf de la guerre. Ça leur permet de fonctionner, de mener leurs actions à destination des publics qu'ils accompagnent. Pour les entreprises, c'est une manière de contribuer efficacement aux actions des associations. Et c'est aussi une porte d'entrée dans le relationnel avec les associations pour co-construire la relation et des actions communes impactantes. Donc, même si le don, tel que défini dans le cadre légal du mécénat, doit rester désintéressé, ça représente quand même une opportunité de créer des ponts, en fait, entre deux piliers indispensables à l'équilibre de notre société, que représentent les associations et les entreprises. Et la création de ces ponts, pour des associations qui viennent en aide à des publics particulièrement fragilisés, peut permettre aussi, in fine, de bénéficier à l'insertion de ces publics. Et donc ça demeure important que derrière le don financier, il y ait aussi la création d'un lien entre l'entreprise et l'association soutenue. Et donc, si je vais très vite sur la législation du mécénat, donc on a la loi Aillagon en 2003 qui permet la défiscalisation pour les entreprises à hauteur de 60% du montant du don, dans la limite de 20 000 euros ou de 0,5% du chiffre d'affaires quand ce montant de 20 000 euros est dépassé. Le plafond des 20 000 euros, il a été notamment mis en place pour permettre aux TPE-PME qui souhaitaient s'engager au-delà du plafond du 0,5% du chiffre d'affaires, de pouvoir le faire librement et donc d'encourager le don des TPE et PME. Et sur cette cible d'entreprise très spécifiquement, il y a un enjeu d'acculturation au régime fiscal pour permettre à un plus grand nombre d'entre elles de s'engager si elles le souhaitent. C'est seulement 5% des TPE et 29% des PME en France qui font du mécénat, selon le baromètre de l'Amicale. Et donc, c'est important qu'on puisse accompagner cette acculturation et lever les freins éventuels qu'elle pourrait avoir. Et parmi ces freins, souvent, les TPE-PME ont souvent le sentiment que, parce qu'elles font un don à la hauteur de leurs moyens, que leur don ne sera pas suffisant pour avoir un impact concret et réel. Et elles ne savent pas toujours à qui donner ni comment. Et c'est dans cette optique, et pour faire face à la situation que connaissent les associations, que nous, on a lancé un fonds exceptionnel de soutien aux associations, avec l'idée que on est 110 000 entreprises membres de la communauté, qu'individuellement l'impact des dons peut être limité, mais que collectivement l'ampleur de l'impact peut être énorme et vraiment agir sur les trajectoires des associations en cette fin d'année. C'est très simple, hein. Si chaque entreprise donne 20 euros, par exemple, chaque entreprise membre de la communauté donne 20 euros, soit 12 euros après défiscalisation, c'est déjà plus de 2 millions d'euros collectés. Donc notre proposition, c'était vraiment d'avoir une proposition d'action collective dans laquelle peuvent s'engager les entreprises et ensuite de évidemment sélectionner avec soin et en lien avec la JEBVA, donc le ministère en charge de la vie associative, les associations qui bénéficieront de ces dons en lien évidemment avec les publics qu'on accompagne à travers les engagements des entreprises. Et évidemment, en tenant informé chaque entreprise donatrice des associations retenues et des projets soutenus, et donc de l'impact concret de ce don collectif. Donc, petit reminder pour celles et ceux qui le souhaitent, si vous faites un don d'ici au 31 décembre 2025, vous pouvez encore bénéficier de la réduction fiscale au titre de l'année 2025. Moi, ma conviction, c'est que la force du collectif est incroyable. Et j'ai hâte d'entendre le témoignage de Paul-Émile à ce sujet également. Merci beaucoup, Lolita. Et je laisse tout de suite Paul-Émile enchaîner avec son témoignage. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'occasion donnée aujourd'hui de partager un peu de ce que nous faisons avec United Heroes. United Heroes, c'est une entreprise française qui a été créée en 2014 et qui est membre du mouvement Les entreprises s'engagent depuis mai 2023.
Et ça me fait penser que je dois mettre le logo ici, je suis perdu, voilà, ici, à côté de cet autre logo qu'on a sur notre fond d'écran. United Heroes, c'est une start-up. Alors maintenant, on a 10 ans, je ne sais plus si on peut dire ça, mais une entreprise voilà, du secteur du digital. On propose une plateforme digitale d'engagement collaborateur aux grandes entreprises. Vraiment, engagement collaborateur, transformation de l'entreprise, avec comme levier principal la mise en mouvement finalement des collaborateurs. Et cette mise en mouvement, elle est triple. C'est une mise en mouvement littérale et individuelle dans une logique de, de bien-être individuel, de promotion de l'activité physique et sportive d'une part. C'est une mise en mouvement collective et cohésive, avec comme ambition au sein des entreprises de créer des collectifs engagés, performants, solidaires, euh, et où il fait bon vivre dans un collectif. Et c'est une mise en mouvement justement engagée et solidaire. Et donc c'est aussi finalement, grâce à la plateforme, grâce à ces animations, à ces activations, faire que les salariés de nos entreprises clientes soient partie prenante, quelque part contribuent activement par leur propre mise en mouvement aux engagements sociétaux, environnementaux des entreprises avec qui on travaille. On travaille donc avec des entreprises plutôt de toute taille, mais plutôt de grande taille, des clients comme EDF, comme Enedis. On a beaucoup travaillé avec France Travail aussi, qui est, je sais, très impliqué aussi autour des entreprises s'engagent. Euh, et notre relation finalement avec le monde associatif, elle est dès l'origine. Nous, aux origines de la solution, euh, on avait des vrais enjeux de développement de la pratique sportive. Et dans ces enjeux de développement de la pratique sportive, et notamment aux origines, on travaillait pas mal sur les thématiques de course à pied, de cyclisme. Ben, il y avait la nature comme terrain de jeu et la préservation de la nature. Donc assez vite, on a travaillé finalement avec des associations qui étaient dans le domaine de la préservation de la nature, avec Surfrider Foundation. On a rejoint le mouvement One Person for the Planet et contribué avec 1% de notre chiffre d'affaires au WWF. Donc assez vite finalement, dans les plateformes, dans les expériences qu'on proposait à nos clients et à nos communautés, il y avait cette notion de la pratique sportive doit passer par prendre soin de son environnement, prendre soin de ses terrains de jeu et donc s'engager aussi par des mécaniques diverses et variées, j'en dirai un peu plus tout à l'heure, autour des associations qui visent à protéger l'environnement. On a aussi assez vite travaillé dans une logique pareille de développer la pratique, de s'assurer qu'au sein de nos entreprises partenaires, finalement, de plus en plus de gens pouvaient participer, ben, à travailler aussi au sport en tant que vecteur d'inclusion. Et donc avec des associations du tissu plutôt local, du tissu communautaire, des associations qui travaillent à l'inclusion. Donc on a travaillé par exemple avec Sport dans la ville. Et donc de la même manière, on a pu encourager nos entreprises et leurs collaborateurs à s'engager dans des mécaniques qui leur permettaient de connaître les actions d'une association comme Sport dans la ville, de participer à des défis ou des challenges qui contribuaient finalement aux engagements de l'entreprise pour Sport dans la ville, ou encourager les collaborateurs eux-mêmes à s'y mettre. Dans cette logique de sport comme vecteur d'inclusion, on a aussi beaucoup travaillé, et on travaille depuis 5 ans maintenant avec la Fédération française handisport. Pas stricto sensu une association, mais voilà, une entité qui travaille sur des enjeux d'inclusion, de handicap, et avec des aspects assez vertueux. Donc ça, c'est une relation assez ancienne avec ce tissu associatif qu'on met en musique d'une certaine manière nous, pour nos entreprises clientes, on va aussi travailler avec certaines entreprises avec leurs propres associations, on va dire, partenaires, et mettre nos technologies, nos outils à disposition pour susciter à la fois de la connaissance, de l'intérêt de nos parties prenantes et de nos utilisateurs, mais surtout bah, de l'engagement à la fois actif, mais aussi du don, de l'appel au don, évidemment en donnant aussi l'exemple par nous-mêmes. Euh, je crois que je suis là aujourd'hui parce que, pour l'anecdote, j'avais été le premier à répondre à l'appel qui avait été fait il y a quelques semaines euh, pour le Fonds exceptionnel de soutien aux associations. Pourquoi j'ai été le premier à répondre, au-delà d'avoir été en face de mon Mac à ce moment-là et d'avoir vu l'email arriver? Bah, parce qu'on sent bien en 2025, et Sylvain y a fait référence, bah, que le funding est difficile. Nous, justement, dans les grands partenaires avec qui on travaille, je parlais notamment de la Fédération française handisport. Bah, les grands événements qu'on fait avec eux cette année, avec des mécènes interentreprises, des challenges interentreprises, on voit bien la difficulté en 2025, dans une période de crise, euh, à rassembler finalement les mêmes niveaux
de contributions, de subventions, de financement, de dons qu'on a pu avoir dans des années comme 2023, 2024 ou 2022. Et donc, ça me tenait à cœur en voyant ce mail de dire, bah, je fais partie des entreprises s'engagent, je vois aux premières loges en tant qu'entreprise engagée, partenaire de beaucoup d'associations, les difficultés qu'elles ressentent. Et donc, voilà, ça me tenait à cœur de mettre cette pièce à l'édifice. Et nous, et n'hésitez pas, hein, Lolita ou Jeanne, si vous avez peut-être des questions, mais moi, je déroule quelques sujets juste pour aussi faire le tour. Nous, aujourd'hui, on a trois grandes modalités d'engagement sur le don aux associations, soit en direct, soit via les entreprises avec qui on travaille. On a le fait d'être une plateforme finalement au service des associations comme outil de fundraising. Donc aujourd'hui, des associations comme le Téléthon, comme Rose Up, comme Sport dans la ville vont, grâce à notre technologie, notre savoir-faire et notre accompagnement, organiser des grands challenges sur des périodes euh, spécifiques. Alors évidemment, le Téléthon à un moment donné, euh, bah, pour finalement faire participer leurs entreprises mécènes, les faire contribuer, mais surtout faire de la sensibilisation, de la culturation. Et donc ça, c'est une grande modalité pour nous d'aide aux associations. Euh, il y a évidemment des modalités de dons directs. Donc nous, tous les mois dans l'application, on soutient trois associations à qui on s'engage directement à faire des dons. Et finalement, on vient encourager nos dizaines de milliers d'utilisateurs à contribuer d'une certaine manière à ce don. Le don, on s'y engage, mais eux, ils viennent le tangibiliser et potentiellement l'augmenter en éclatant les jauges qu'on donne finalement aux collaborateurs pour faire monter ces engagements et ces dons. Et la troisième verticale, d'une certaine manière, d'engagement, c'est des engagements directs qu'on peut avoir ou qu'on a pu avoir. J'ai parlé, on a longtemps été dans le mouvement One Person for the Planet. Euh, on a fait des mécénats de type pacte de performance avec la Fondation du sport français, avec des athlètes paralympiques, par exemple, en 2024. Et on continue aujourd'hui à être engagé en direct sur voilà, pas mal des associations dont j'ai pu parler. Euh, voilà, donc c'était un peu un survol, nous, de la manière dont on travaille avec ce tissu, à la fois en France et à l'international, à la fois en direct via nos entreprises partenaires et via finalement les collaborateurs de nos entreprises partenaires. Et c'est pour moi, mais pour les équipes de United Heroes, partie intégrante finalement de, voilà, de pourquoi on se lève le matin et on travaille à ce programme. Voilà. Merci beaucoup, Paul-Émile. Peut-être une toute petite question. On a Hélène Fauché dans le chat qui demande si vous travaillez avec des associations d'outre-mer, par exemple, qui sont peut-être plus... Eh ben, c'est une très bonne question. J'ai pas en tête d'exemple, mais je vais regarder Hélène et je vous reviens. Mais j'ai pas en tête un exemple récent, en tout cas, d'outre-mer. Super. Bon, bah, merci beaucoup pour votre intervention et à Lolita juste avant. On va pouvoir passer à la deuxième partie du workshop, donc avec Hélène Tonetti, qui représente l'association Bureau du Cœur et plus particulièrement les développements de cette association dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, et qui interviendra avec Alexandre Perga, qui est directeur régional de l'entreprise de Mathieu Barre et qui est également leader du club Les Entreprises s'engagent de Lyon. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Hélène. Et donc, on va plus particulièrement parler cette fois du don, mais plutôt du don en nature matérielle. Je vous laisse la main. Merci beaucoup. Du coup, il y avait une petite présentation qui doit apparaître en fond, peut-être, c'est pas obligatoire, mais si elle est là, je déroulerai. Pas de problème. Sinon, c'est pas... Super, parfait. Donc moi, je vais vous parler des Bureaux du Cœur, qui est une association qui est née il y a maintenant presque 5 ans, du constat d'un entrepreneur qui avait ses propres bureaux, qu'il fermait le soir en rentrant chez lui. Il éteignait la lumière en hiver, il n'éteignait pas forcément le chauffage. Et en parallèle, eh bien, il pouvait rencontrer des gens qui dorment dans la rue, comme ça doit vous arriver à chacune d'entre vous. Donc, de ce constat finalement de gâchis est née l'idée des Bureaux du Cœur, avec pour action de créer un accueil individuel d'urgence
pour une personne en insertion accompagnée par un partenaire, donc dans des locaux professionnels qui sont complètement inutiles la nuit et le week-end. Dans cette petite phrase, je vous ai mentionné les différentes parties prenantes qui font que finalement ces deux mondes se rencontrent, le monde de l'insertion et le monde de l'entreprise. Donc, au centre du dispositif, on a l'invité. L'invité, c'est la personne qui est accueillie la nuit et le week-end. Cet invité, il est, comme je le disais tout à l'heure, accompagné dans un projet par un partenaire. Ces partenaires, ça peut être des associations de solidarité, comme le Secours catholique, ATD Quart-Monde, Habitat Humanisme, les Apprentis d'Auteuil, le Wake Up Café. Je les cite volontairement pour que vous voyez un petit peu aussi les profils différents qu'on peut accueillir. Ça peut être un homme, une femme, ça peut être une personne migrante ou non, une personne qui travaille ou pas, un étudiant en précarité, une personne proche de la retraite, une femme victime de violence, une personne qui sort de prison. Donc voilà, des profils très très variés, mais leur point commun, c'est qu'ils sont accompagnés dans un projet, que ce soit un retour vers l'emploi, que ce soit une formation, l'apprentissage du français ou même les démarches administratives qui sont en soi déjà un vrai parcours du combattant. Donc, on va s'appuyer pour ça donc sur des partenaires. On travaille aussi avec des organismes publics comme des CCAS, des missions locales et également France Travail. Et on va collaborer aussi avec des structures de l'insertion par l'activité économique. Donc là, c'est plutôt pour des salariés avec des contrats d'insertion. Donc, ces partenaires, ils identifient les invités parmi les personnes qu'ils accompagnent selon quelques critères, à savoir que notre invité, ce sera forcément une personne majeure, seule, sans addiction et en règle au niveau de la préfecture. Et puis relativement autonome et bien sûr de confiance, puisque l'entreprise, elle va vraiment laisser les clés, le badge, le code de l'alarme, voilà, et accueillir cette personne. Donc, on propose un cadre de stabilité, un cadre de sécurité, un cadre d'intimité à l'invité pour qu'il avance sur son projet. Et ça, c'est rendu possible grâce à nos entreprises hôtes, qui ouvrent leurs portes à cet invité. Et nous, en fait, on va en amont accompagner ces entreprises à devenir hôtes sur différents volets, notamment le volet assurantiel. Donc, on a des accords nationaux avec des grandes compagnies comme AXA, Allianz, Generali, la Maif, qui permettent vraiment de sécuriser l'entreprise, qui permettent aussi de sécuriser le partenaire qui a orienté l'invité, et bien sûr l'invité aussi, puisque du coup, il a accès notamment à une responsabilité civile pendant la durée de l'accueil. Donc vraiment, un cadre très, très, très sécure en amont. On va accompagner l'entreprise aussi sur l'aménagement du lieu. Alexandre, tout à l'heure, va revenir un petit peu aussi sur la particularité de leur accueil et vous verrez aussi quelques photos. Et puis, on va accompagner l'entreprise sur le projet d'équipe en lui-même pour être sûr que voilà, les équipes sont vraiment embarquées, qu'on a peut-être encore quelques freins, quelques questions. Donc, on va prendre le temps aussi d'être à l'écoute de l'équipe salariée pour vraiment que l'accueil soit le plus serein possible pour toutes les parties. Donc ça, c'est fait grâce à nos bénévoles sur le territoire. Donc, je vais vous montrer aussi quelques chiffres. Donc voilà, on est présent maintenant dans 34 villes en France, un petit peu aussi en Europe. On a des centaines de bénévoles qui sont au cœur du dispositif et qui font le lien entre ces entreprises des territoires et les associations locales identifiées pour accueillir un invité. Donc voilà, le mieux, c'est peut-être que Alexandre prenne la suite pour vous parler concrètement dans son entreprise de comment ça se passe. Merci beaucoup, Hélène et Alexandre. Je vous laisse la main. Bonjour à tous, donc moi je suis Alexandre Berga, je suis le directeur régional d'une entreprise de construction qui s'appelle de Mathieu Bar. Je suis en effet leader des entreprises s'engagent sur le territoire de la métropole de Lyon, mais aujourd'hui j'interviens comme entreprise hôte et partenaire de l'association des Bureaux du Cœur. C'est une association qui s'est implantée en septembre 2021 sur le territoire de Lyon et nous avons tout de suite été séduits par le projet.
on avait envie vraiment de travailler notre impact sociétal. Ce projet nous a vraiment donné une vraie motivation. On s'est demandé comment on pouvait agir, comment on pouvait vraiment servir ce projet en maximisant notre impact. Et bien sûr, on a des bureaux, on aurait pu être un centre d'accueil, mais on s'est dit que notre meilleur levier d'action, c'était, pour cet accueil temporaire, c'était l'ensemble des chantiers qu'on avait dans les agglomérations qui, comme vous le voyez sur l'image, comportent tous des bureaux de chantier, donc une base vie dans laquelle on a à la fois des vestiaires, des sanitaires pour les compagnons du chantier, mais aussi des bureaux, des salles de réunion qui servent en journée, mais qui ne servent pas le soir et le week-end. Et donc, on a un réservoir qui est beaucoup plus important avec nos bases vie qu'avec notre siège social. Donc, on a travaillé avec l'association pour créer les meilleures conditions d'accueil dans ces bases vie et décupler notre impact sociétal. On a aussi eu envie de sélectionner une population sur laquelle nous étions le plus sensibles. L'agglomération de Lyon a connu une énorme croissance de la population étudiante en 10 ans. On est passé de 150 000 étudiants à 200 000 étudiants sur l'agglomération de Lyon. C'est venu notamment par la création de nombreuses écoles privées. Par contre, le parc, pour accueillir ces étudiants, n'a pas, notamment subventionné et Crous, n'a pas eu cette croissance. Et donc, on a un vrai problème d'hébergement étudiant. On a beaucoup de populations étudiantes qui dorment dans des voitures ou qui sont hébergés à droite à gauche dans des chambres en pirate. Et c'est quelque chose sur lequel nous sommes particulièrement sensibles. Donc, on a demandé à l'association si on pouvait créer un projet d'accueil avec une visée particulière sur cette population. Et donc, dans toutes nos bases vie de chantier, dès la conception du chantier, on aménage une zone qui va permettre l'accueil temporaire, donc le soir et les week-ends, quand il n'y a plus personne sur le chantier. La personne a un accès sur l'extérieur, peut sécuriser une zone où personne d'autre n'aura accès et dans laquelle on va aménager un coin avec un clic-clac, donc un canapé qui va se transformer en lit. Il a des draps, il a une petite kitchenette et il a accès aux sanitaires et aux douches qui sont celles des compagnons en journée. Donc, c'est un moyen d'avoir une action sociétale avec du matériel qui est déjà là, qui est déjà en place, sans avoir à dépenser plus. Et très concrètement, un étudiant qui dort au chaud et qui n'a pas ce souci toute la journée de se demander où est-ce qu'il va dormir, forcément, il a des gages et beaucoup plus de chances de réussir. On en a parlé dans notre groupe et ce projet, il a tout de suite séduit. Donc, ce n'est pas une seule ville qui accompagne les bureaux du cœur. Maintenant, c'est l'ensemble des villes en France du groupe de Mathieu Barre. Et la dernière fois que j'ai fait le point avec les bureaux du cœur, c'était 17 accueils qui étaient faits dans les bases vies de chantier. Donc, c'est un projet qui a tout de suite pris du sens et qui s'est décuplé, donc qui a augmenté notre action sociétale. On est allé plus loin, les gens se sont appropriés les choses et très récemment, on a travaillé à l'ergonomie et au confort. Donc, on a inclus les ateliers Emmaüs où on a créé un mobilier qui soit moins encombrant. Donc, ce sont ces petites crédences dans lesquelles qui ferment à clé, dans lesquelles l'hôte va pouvoir mettre des affaires personnelles et verrouiller et replier un lit et donc regagner de la place. Donc cette ergonomie fait avancer encore le projet. C'est les ateliers Emmaüs, donc on est sur de l'économie circulaire qui ont créé ce mobilier qu'on peut réutiliser de chantier en chantier. Donc on peut déplacer ce matériel et avoir du réemploi. Et puis ce partage, il se fait avec l'association Les Bureaux du Cœur et l'objectif c'est de mettre à profit cette invention à toutes les entreprises qui souhaitent accueillir des hôtes et qui n'ont pas forcément beaucoup de place en journée. Donc, on a quelque chose de très compact. Donc, on fait progresser le système avec des contributions de salariés qui se sont investis et le partage, la coopération. Ce qui n'empêche pas, donc je l'ai dit, ça ne coûte rien à l'entreprise, hein, on augmente notre impact sans dépenser. Ça n'empêche pas de faire en parallèle, via notre fonds de dotation, du mécénat pour accompagner les bureaux du cœur, parce que ça demande aussi à l'association d'avoir des partenariats pour leur fonctionnement tout à l'année. Qu'est-ce qu'on en retire, nous? On l'a pas fait pour ça, mais finalement, c'est quelque chose qui apporte beaucoup à l'entreprise. Donc, on a des retombées médias. Là, vous avez les premiers articles où on accueille un étudiant sans logement. Donc, ça augmente notre notoriété, les retombées médiatiques, ça augmente notre performance ESG.
Et on s'est aperçu plus récemment qu'on pouvait impliquer notre client final. Donc, nous, on construit des chantiers pour des clients et on pouvait leur faire profiter de cette action en fléchant le public sur des publics en fléchant l'accueil sur du public qui va leur parler. Je vous donne un exemple sur un projet de construction d'un hôpital. On a proposé aux clients qui est donc les Hospices civils de Lyon, hein, le CHU de Lyon, de dire, ben voilà, on va faire cet accueil temporaire dans la base vie du chantier de l'hôpital et on va le dédier à des étudiants qui sont en précarité, mais des étudiants des filières santé. Donc, reboucler la boucle avec le client final et puis avoir un impact qui va vraiment embarquer et concerner tout le monde. Merci beaucoup. Et peut-être une question aussi sur quel a été du coup l'impact aussi sur vos collaborateurs. Comment ça a été perçu, pris, et ensuite est-ce qu'il y a eu des conséquences aussi sur l'engagement de tout à chacun dans l'entreprise ou même sur les personnes que vous avez recrutées depuis que vous êtes dans ce projet-là? Alors au début, il faut combattre le cliché parce que quand on dit, moi j'avais deux femmes ingénieures qui tenaient un chantier et quand je leur ai dit bon bah à partir de 19h le soir, il y a un sans-domicile qui va venir dormir, elles ont tout de suite eu l'image du sans-domicile cliché et elles ont pris peur. Et finalement, quand c'est un étudiant de 23 ans qui s'appelle Modeste et qui est venu le soir et qui était quelqu'un de très sympa, finalement ça s'est complètement les clichés sont tombés, les barrières sont tombées et le projet a eu de l'émulation. Et aujourd'hui, Modeste, il a fini ses études, il est retourné en Afrique et elles ont été invitées à son mariage. Donc il y a vraiment une aventure humaine qui se crée et c'est ça qui est super. Aujourd'hui, je ne porte plus le projet. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a le démarrage d'un chantier, les collaborateurs regardent si l'emplacement a un intérêt pour les bureaux du cœur. C'est-à-dire que si on construit un pont en rase campagne, ça n'a pas d'intérêt parce qu'il n'y a pas de personnes hébergées. Mais chaque fois qu'on est sur une agglomération, on contacte les bureaux du cœur et c'est pas moi qui le fais. Et le projet se fait tout naturellement. Et ça fait partie aujourd'hui des actions fortes et connues de l'entreprise. Il y a quelques actions ou des limites à pas dépasser. Donc nous, on fait aussi de l'insertion par l'emploi. Et à un moment, on avait un peintre qui aurait pu rentrer sur notre chantier, mais là, on s'est dit, si on commence à salarier quelqu'un qui, en plus, va dormir dans la base vie, on risque d'avoir des problèmes avec le code du travail. Donc, voilà, il y a quelques limites à mettre, mais c'est quelqu'un qui a trouvé un emploi sur sur un autre chantier. Mais il n'y a aucun inconvénient. Il y a, personne n'a jamais, est jamais venu me remonter un inconvénient de ce partenariat avec les Bureaux du Cœur parce que ça fait vraiment sens pour tout le monde. Très bien. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que, Hélène, vous avez quelque chose à rebondir sur les propos d'Alexandre ou... Je voulais juste rajouter pour que les personnes qui nous écoutent se projettent un petit peu que c'est vraiment possible partout. Là, vous avez vu un exemple concret donc dans une base vie, mais voilà, c'est possible dans n'importe quel bureau, n'importe quelle salle de réunion, dans un espace de coworking, c'est possible dans une salle de pause, dans des vestiaires. Enfin, vraiment, il y a pas de limite, il y a aucune limite. Nous, on vous accompagne vraiment au cas par cas en fonction de vos particularités. On peut faire le lien avec le propriétaire si vous n'êtes pas propriétaire de vos murs. Enfin, vraiment, il y a pas de frein. Faut pas se dire, bah non, pour moi, ça va être trop compliqué, les alarmes, je sais pas quoi. On a les solutions à tout. On commence à avoir pas mal de cas de jurisprudence, donc on sait bien réagir. Et vraiment, grâce à un accueil, vraiment, vous pouvez changer la vie de quelqu'un, en fait. C'est vraiment ça. Ça a vraiment un impact pour l'invité, pour les salariés. Il y a des belles histoires qui se créent et c'est très, très, très concret. Donc, c'est vraiment une action facile, peu coûteuse et finalement, ça devient une évidence aussi. C'est un peu ce que disait Alexandre. Maintenant, en fait, il n'y a plus de questions quand il y a un chantier qui se lance. Bah, la base vie, elle est là, elle sert à rien la nuit. En fait, personne va se dire, bah, elle va rester vide. En fait, c'est dès le début, on s'appelle et on se dit, bah voilà, qui est le prochain invité. Donc, la première fois, effectivement, il y a un peu des peurs peut-être, mais ensuite, on y prend goût. Super. Bon, bah, merci beaucoup à tous les deux pour ces témoignages. Vous avez dans le chat des bravos et des je veux vous contacter, donc qui est très bon signe. Merci encore.
On va passer maintenant aux deux dernières interventions, donc, qui seront plus particulièrement sur notamment l'engagement des collaborateurs. Et donc, on va accueillir Marc Chaban, qui est directeur du développement de la Fondation Action Enfance, et qui sera suivi de Anne-Claire Tell, qui est directrice de l'engagement chez Media One et qui collabore donc avec Marc. Donc, Marc, je vous laisse tout de suite la main pour vous présenter. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Anne-Claire. Action Enfance, la Fondation Action Enfance, elle intervient dans le champ de la protection de l'enfance. Alors, c'est absolument assez immense, hein. C'est 400 000 enfants qui sont protégés aujourd'hui en France. C'est 2% des enfants français. Et dans ces 2%, il y a 1% de ces enfants, 200 000, qui sont retirés à leurs parents sur décision judiciaire parce que victimes de maltraitance, de violences sexuelles, de violences physiques. Action Enfance intervient sur et accueille 1500 de ces enfants, avec un mode d'accueil un tout petit peu particulier on est dérogatif aux 35 heures. Les éducateurs qui vivent avec les enfants travaillent 8 jours consécutifs, jour et nuit, dans une maison avec 6 enfants qui sont des frères et sœurs, pour ne pas séparer les frères et sœurs. Bon, honnêtement, en 7 minutes, c'est un tout petit peu compliqué de résumer la protection de l'enfance en France, ces enjeux. Juste peut-être vous donner, et c'est un peu l'objet de la rencontre qu'on a eue avec Anne-Claire et Media One, deux chiffres, pour ne pas vous assommer trop sous les chiffres, hein. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'études de l'INED qui expliquent que 30 à 35% des sans-domicile fixe d'Île-de-France ont eu un parcours en protection de l'enfance. Et quand on croise ça avec les travaux d'un monsieur qui s'appelle Bourdieu, en fait, en France, on finit sans domicile fixe, pas tellement parce qu'on est pauvre, mais surtout parce qu'on a un capital social à zéro. C'est quoi le capital social? C'est pas seulement avoir des amis, c'est avoir des gens sur lesquels on compte et pour lesquels on compte. Les enfants de la protection de l'enfance ont très peu de ce capital social. À la Fondation, on a fait un travail sur le capital social des enfants placés. On a interrogé 380 enfants de 8 à 15 ans. 48% d'entre eux disent qu'ils ne comptent sur aucun adulte ou un adulte. Donc, pour un enfant de 8 ans, compter sur un adulte, c'est quelqu'un à qui on peut parler quand on est heureux ou malheureux. Pour un jeune de 15 ans, c'est et si ce soir, tu as besoin d'être logé quelque part, parce que, voilà, pour X raisons, quels sont les adultes auxquels tu peux t'accrocher, que tu peux contacter. Donc, ben voilà, 48% d'entre eux disent c'est 0 ou 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils sortent de placement, donc qu'est-ce que c'est que le placement à la Fondation Action Enfance? C'est des enfants qui vont rester dans nos villages d'enfants pendant 10 ans. C'est des enfants qui ont des parcours extrêmement cabossés. Alors, moi, j'ai pas trop envie, hein, de vous faire la liste des situations qu'on accueille aujourd'hui. En ce moment, moi, je travaille pas mal avec le Finistère. Je suis par intérim le directeur du village d'enfants du Finistère. On a 30 enfants là-bas. La moyenne d'âge, c'est 7 ans et demi. Les 2 derniers qu'on vient d'accueillir, ils ont 3 ans et 5 ans. Ils ont été amenés au village d'enfants un vendredi soir à 23 heures par la police directement. Ils ont été récupérés à la sortie de l'école pour violence physique massive. Ces enfants-là, on va les accueillir pendant très longtemps. Comment est-ce qu'on répond à cette question de ce besoin de capital social? Comment est-ce qu'on répond à ce besoin central pour ces enfants? Finalement, la question sur qui on compte, pour qui on compte, c'est la question qu'on se pose tous là, toute sa vie, hein. Du moment de sa naissance jusqu'au moment de sa mort, sur qui je compte et pour qui je compte. Heu, de quoi on a besoin finalement par rapport à ce sujet-là? Alors bien évidemment, on a besoin d'argent, c'est pas l'objet de la rencontre là, mais on a besoin d'une constellation de gens autour de nos villages d'enfants pour qui cette question du souci et du soin porté à ces enfants qui tout doucement deviennent les enfants de personne en fait, hein, parce qu'ils sont plus complètement les enfants de leurs parents, bah, ils sont pas les enfants de l'État parce que c'est un peu plus compliqué que ça, et finalement ils vont être extrêmement isolés dans la vie. C'est-à-dire que tous les gens, il y a une surreprésentation des enfants placés chez les sans domicile fixe, évidemment chez les bénéficiaires du RSA, évidemment dans les prisons françaises aussi. Voilà, dans tous les lieux, c'est la mère un peu de toutes les causes, quoi. Quand ça n'a pas été pendant l'enfance, quand on ne compte pas sur le grand monde, eh ben, la vie devient extrêmement compliquée en fait. On a besoin d'une constellation autour de nos villages, d'entreprises en particulier,
qui sont en capacité d'aider ces jeunes à avoir une ambition. 70% des enfants qu'on accueille vont être dans des filières professionnelles. Il n'y a pas de honte à être dans une filière professionnelle. Sauf qu'en population ordinaire, c'est 30%. Hein, on a une surreprésentation sur la population des enfants placés parce qu'il y a une injonction à une autonomie économique, sociale et de logement totale à 18 ans pour certains dans un certain nombre de départements et à 21 ans pour tous. Hein, ces enfants sont plus aidés et accompagnés après 21 ans. Donc, on a besoin d'une constellation d'acteurs autour de nous qui viennent dans nos villages d'enfants faire des activités avec les enfants pour qu'ils rencontrent des gens ordinaires et puis qui accueillent des enfants et des jeunes. Alors, dans les entreprises, les stages, la question de l'insertion professionnelle, bien sûr, mais aussi chez eux. Hein, on cherche des gens qui sont OK pour faire ce qu'on appelle du parrainage, donc du mentorat, plutôt un accompagnement sur les questions, on va dire, scolaires et professionnelles et orientation professionnelle. Et puis aussi des gens qui s'engagent sur des questions de parrainage, c'est-à-dire d'accueillir ces enfants-là. Nous, familialement, on en fait avec deux jeunes filles maintenant qui ont 15 ans, hein, qui sont placées dans un village d'enfants depuis qu'elles ont 3 ans. On les accueille un week-end par mois, on les accueille pendant les vacances. Mélanie et Colline, elles ont 15 ans aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on fait ça. On cherche aussi des gens qui ouvrent, un peu comme on accueille des neveux et nièces ou des filleuls, le terme est pas mal trouvé, pour qu'ils partagent la vie ordinaire d'une famille ordinaire. Voilà. Donc, de gros enjeux, on va déployer, et c'est pour ça que j'étais assez intéressé par votre présentation au début, dans nos territoires. On est dans 15 départements en France. Cette constellation d'acteurs, donc je m'appuierai bien évidemment sur les entreprises s'engagent et les clubs, si vous me le permettez, pour aller chercher des réponses à nos besoins, et nos besoins sont extrêmement multiformes. En fait, c'est les besoins que tout parent connaît quand il élève et il éduque des enfants, hein, que ce soit sur les questions de scolarité, de soins, de liens, de rencontres, d'amitié, d'orientation scolaire, de compréhension, de suivi de scolarité. Finalement, le but du jeu, c'est que ces enfants deviennent aussi un petit peu nos enfants, pour pas être les enfants de personne. Aujourd'hui, en France, ces enfants dont je parle, c'est à peu près 70 000. Sur les 200 000 placés, il y en a plein qui retourneront dans leur famille parce que le milieu ordinaire leur permet de grandir ordinairement. Mais voilà, vous voyez, par exemple, une petite fratrie qu'on accueille du côté de Bordeaux, 3 petites filles de 7, 5 et 2. Bon, le papa, il a égorgé la maman devant les enfants, il a pris 20 ans de prison. Donc avant qu'ils retrouvent leur papa, ces trois-là, ça va être un petit peu long. Hein. Et ben, comment est-ce qu'on fait pour que ces petites filles vivent quelque chose, pas seulement dans les villages d'enfants, quelque chose de l'ordinaire, d'une vie de famille, de la rencontre ordinaire. Et c'est un peu ce qu'on a commencé à mettre en place avec Anne-Claire et les salariés de Media One, et je lui passe la parole pour ne pas dépasser mon temps de parole. Merci beaucoup Marc, et je te laisse la main alors, Anne-Claire. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Marc. Je lui avais demandé de faire soft sur les exemples. C'était soft. Hein. Oui, je sais. Il a été très soft et donc ça vous montre l'ampleur des sujets et de la violence de ces problématiques auxquelles sont confrontés les enfants. Donc Media One, on a un groupe de production audiovisuelle. On touche de ce fait des millions de personnes à travers le monde quasiment instantanément grâce à nos contenus. On a produit notamment Adolescence qui est une série qui a beaucoup fait parler d'elle cette année. Et on essaie d'adresser toutes les thématiques et qui concernent le grand public. Évidemment, l'enfance est un sujet et on avait à cœur quand on a commencé à travailler sur la question de notre impact sociétal, d'être cohérent et d'avoir une cohérence entre ce qu'on produit et la façon dont on touche le grand public et la façon dont on embarque nos collaborateurs sur les thématiques qui sont traitées. Il se trouve qu'au moment où on avait ces réflexions, on avait un unitaire qui était diffusé sur TF1 qui traitait du sujet de la violence faite aux enfants avec l'histoire d'une petite fille qui était morte sous les coups de ses parents et c'était inspiré d'une histoire vraie. Et donc
c'est ce fil qu'on a tiré en premier. Moi, j'ai rencontré Marc dans ce cadre-là et d'autres. Bon, évidemment, quand il vous fait part des chiffres, nous, ça nous a tout de suite beaucoup, beaucoup touchés. Et on avait la question de comment on fédérait nos collaborateurs, puisqu'on est un groupe qui s'est construit par acquisition. Et donc, on avait envie d'apporter une valeur supplémentaire à tout ce qui existait déjà, tout en respectant l'identité, la liberté de chacune de nos sociétés. Et donc, il nous semblait que aller sur ce terrain du mécénat pouvait être un bon levier pour créer du lien entre les collaborateurs, donner du sens. On venait aussi répondre à cette question-là dans les échanges qu'on avait avec les collaborateurs, quel que soit leur métier chez Media One. Il y avait cette envie de donner du sens à leur travail, à leur quotidien. Euh, et donc, on a œuvré de différentes façons, heu, mais vraiment en étant extrêmement concret. Donc, on a un pool de bénévoles qui aujourd'hui prend sur son temps personnel le week-end pour aller dans un des villages d'enfants d'Action Enfance. On y va là dans 8 jours, mais on emmène les enfants déjeuner, on y fait des ateliers, de décoration de sablés de Noël, de coloriage, mais aussi de chat perché. Enfin voilà, donc c'est vraiment un temps du quotidien, du temps qu'on pourrait passer avec nos enfants et qu'un un moment on prend, qu'on vole un peu à nos familles, mais pour le donner à ces enfants-là. Et c'est vrai que, heu, ça a créé des liens, assez chouettes. Ça a vraiment créé de la valeur y compris dans la collaboration en interne, parce que ces gens qui partagent ces moments-là heu, en dehors du temps de travail, nous remontent qu'ils travaillent bien mieux ensemble ensuite, parce qu'en fait, ils apprennent à se connaître autrement. Et c'est vrai que souvent on nous dit: «C'est vraiment vachement bien que vous fassiez ça», mais je pense qu'on y gagne plus encore que les enfants. On ressort de ces moments-là, très galvanisés et conscients de notre chance. Nos enfants aussi du coup, parce que je pense qu'on rentre tous en leur faisant la leçon et en leur rappelant la chance qu'ils ont. Mais pas seulement, ça, enfin ça crée un peu de la profondeur dans la relation, et puis on se sent utile, donc c'est évidemment très agréable. On a à cœur dans la stratégie de mécénat du groupe de travailler sur la question de l'égalité des chances dans notre secteur, qui est un secteur qui est souvent perçu, et pas complètement à tort, comme un secteur très inaccessible, très fermé, et dans lequel il est très difficile de rentrer quand on n'a pas de réseau. Donc effectivement, ce sont des jeunes qu'on accueille en stage là. On en a la semaine prochaine en stage de troisième, on en prend en stage de seconde. Quand Marc envoie un appel au secours, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour prendre en alternance, et cetera, notamment les jeunes qui sortent du programme, enfin, soit qui ne sont plus protégés à 18 ans et un jour, soit qui sortent du programme Action Plus à 21 ans. Donc dans la mesure du possible, on les accueille. On organise des événements pour eux, des projections, et cetera. Et là, on a, pour rebondir, pour faire écho à ce qui était dit au début sur le fait de lier les actions de mécénat aux activités de l'entreprise, on a développé là pour la première fois, donc c'est un test qu'on fait, un concours vraiment qui est dédié aux jeunes de la protection de l'enfance, et qui a vocation à les former au métier de scénario. Donc j'ai associé une association qui s'appelle la Cité européenne des scénaristes, dont on est mécène et partenaire par ailleurs, qui va proposer à tous les jeunes qui veulent participer au concours des webinaires pour découvrir les métiers d'écriture, apprendre à raconter une histoire, etc. Et tous ceux qui auront participé à ces webinaires auront la possibilité ensuite de développer leurs histoires, qui seront présentées devant un jury. euh, qui va rassembler largement des dirigeants du secteur audiovisuel, mais des talents aussi, des scénaristes, des réalisateurs, et cetera. Les projets sélectionnés seront accompagnés par des scénaristes professionnels pour, ensuite enregistrer leur podcast, chez Media One. Et c'est l'idée de créer une collection, dédiée à ces jeunes, et donner une voix à ces jeunes de la protection de l'enfance. Donc on est sur des actions extrêmement, concrètes, pour faire écho aux intervenants précédents
elles sont pas forcément onéreuses, mais à part en temps, mais c'est du temps qu'on regagne très vite derrière, puisque en fait, c'est tellement enrichissant que, on en sort tous vraiment, vraiment très gagnants. Bon, voilà, j'espère que j'ai pas dépassé. J'ai Non, essayé d'être synthétique, mais voilà. c'est super. Et peut-être quelques questions et notamment peut-être appuyer le retour que vous avez de vos collaborateurs qui travaillent d'une part mieux ensemble, qui ont du coup accès à un engagement et où ils trouvent du sens aussi dans leur quotidien. Mais si vous avez un retour ou des témoignages. On a là, on est très content avec Marc. On attend de voir. Je veux pas mettre la charrue avant les bœufs, mais on a une des dirigeantes du groupe qui fait partie de ce programme de bénévolat depuis 2 ans et demi, qui m'a dit là il y a 15 jours, écoute, moi ça y est, je crois que le parrainage, je suis prête. Et donc elle est en lien avec Marc. Et donc l'idée c'est on va peut-être avoir notre première marraine d'un enfant d'Action Enfance, et donc qui accueillerait cet enfant dans sa famille. Euh, et ça, je comprends du retour d'expérience de Marc que c'est quelque chose qui est très protéiforme et donc qui peut vraiment s'adapter. Et c'est vrai que c'est ce qu'on cherche. Nous, on y gagne beaucoup. Quand on a ces jeunes qui viennent ou quand on y va, quand on y a été la dernière fois, on était au McDo avec tous les enfants. euh, et à un moment, il y a un petit garçon qui me regarde et qui me dit, mais tu es payé pour être là? Et donc je dis, bah non, non, on est samedi, moi je suis pas du tout payée pour être là. Il me dit, mais pourquoi tu viens et pourquoi vous venez? Je dis, bah parce qu'on a envie de passer du temps avec vous, parce que vous avez des choses à dire, à nous apprendre. Et il me regarde, il me dit, ça c'est vraiment très étrange. Et donc ce sont des moments qui sont extrêmement précieux parce qu'en fait on a affaire à des enfants qui par ailleurs, en fait, quand on les voit au McDo, ressemblent complètement aux nôtres, hein, mais c'est vrai il leur manque tout un tas d'expériences et malheureusement, ils en ont vécu par ailleurs d'autres que nous, on vivra jamais, mais ils se retrouvent, il y a plein de choses du quotidien qu'ils ne connaissent pas. Ils sont entourés de gens qui sont payés pour les accompagner. Ils sont très peu invités à des anniversaires parce que c'est très compliqué de les sortir des villages. Enfin, et donc, on se rend compte de ce quotidien-là quand on y est. Et donc, tous les collaborateurs qui participent, bon, on a quand même un noyau dur, hein, parce qu'on en a beaucoup qui ont peur aussi. Donc là, le travail qu'on fait en ce moment, c'est de rassurer en disant, mais non, mais tu sais, on n'est pas plus solide que toi. Moi aussi, je suis maman. Moi aussi, il y a des moments où je vais me cacher dans la cuisine parce que il y a un jeune qui me raconte son histoire et que ça me bouleverse. Donc évidemment, on est tous humains et voilà, mais c'est pas, c'est moins difficile qu'on imagine. Et à la fin, les collaborateurs repartent tous. D'abord, l'accueil quand on arrive maintenant est génial, donc c'est vraiment enthousiasmant. Et ils repartent tous ensuite avec un grand sourire. Et dans les réunions, il y a toujours ce temps qu'on prend un moment pour se dire, t'as eu des nouvelles, nanana, quand est-ce qu'on y retourne? Et maintenant, on m'envoie des mails en me disant, dis donc, ça fait longtemps qu'on n'y a pas été, quand est-ce qu'on y retourne? Donc voilà, ça crée de la valeur. Et même ceux qui ne participent pas savent que ça existe, et donc ça ruisselle. Et donc, il y a un sentiment, je crois, qui se généralise de sens. Voilà, qui dépasse un peu le professionnel. On est quand même tous des humains, et voilà, donc ça vient nourrir notre humanité. Super. Et peut-être un dernier mot, parce que c'est intéressant et vous l'avez évoqué, au final, vous prenez aussi ces jeunes parfois en stage et en alternance, et du coup, ça rend aussi l'engagement encore différent. Et là, c'est plus dans le temps libre des collaborateurs, mais c'est dans aussi leur temps de travail. Et c'est assez intéressant aussi d'avoir ce double engagement, et c'est peut-être parfois pas les mêmes collaborateurs qui font, si vous pouvez me Totalement. dire un mot dessus. Totalement, effectivement, les jeunes qu'on prend en stage, ils rentrent dans les programmes qui sont développés par les RH pour de stagiaires. Et donc, c'est aussi intéressant parce qu'ils se trouvent mélangés avec d'autres jeunes qui viennent pas du tout du même monde qu'eux. Donc, ça crée des passerelles et des échanges intéressants. Euh, Nous, on communique pas, alors peut-être à tort, mais
Moi, je communique jamais sur l'origine de ces jeunes. C'est-à-dire que je dis au RH, on les prend, voilà, parce que ça fait partie du programme mécénat du groupe, donc voilà. Et donc, ils les intègrent dans le programme. En revanche, je n'en vais pas plus loin et je n'informe pas spécifiquement les collaborateurs, sauf s'il y en a un c'est déjà arrivé, mais c'était pas des jeunes d'Action Enfance, c'était des jeunes d'Impact, qui est notre asso avec laquelle on bosse sur l'aide sociale à l'enfance. Euh, un jeune qui était compliqué. Et là, on m'a fait un retour en me disant, mais qu'est-ce qui se passe avec ce jeune? C'est toi qui nous l'as envoyé. Et donc là, je donne plus de contexte parce que lui n'en avait pas donné. C'est parce que par moment, on a aussi ces difficultés, soit leur foyer est très loin, etc. Donc, bon. Mais sinon, c'est vrai que je peux pas venir totalement nourrir cette réflexion-là, Jeanne, parce qu'en général, on essaie de peu communiquer sur l'origine de ces jeunes quand ils viennent une semaine, aussi pour lisser, enfin, dans cette notion d'égalité des chances, pour qu'il n'y ait pas de préjugés sur quand les collaborateurs travaillent avec eux et les intègrent dans leurs équipes. D'accord. Bah, très bien. Bah, merci beaucoup pour vos deux témoignages. Merci beaucoup. Et donc, je vais pouvoir clôturer ce workshop. Et donc, je remercie encore vivement l'ensemble des intervenants, des témoignages. Ça a été très intéressant, que je vois aussi dans la discussion, dans le chat, que tout le monde a été intéressé. Et pour information, vous recevrez toutes et tous un mail avec les contacts de chaque intervenant si vous le souhaitez, des informations complémentaires sur les disponibilités dans chaque région et département. J'ai vu que c'était beaucoup revenu dans les discussions de je suis dans ce département-là et je souhaite m'engager. Donc vous aurez un retour de mail le plus aussi complet possible. Et donc on vous retrouvera donc en 2026 la prochaine fois. Donc, je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes et une très belle fin d'année et très bel engagement à tous. Bravo encore et à très bientôt. Au revoir.